Voilà, ça fonctionne, vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de venir au Presse Club et de nous accorder une partie de votre temps. Nous avons prévu que ça ne soit pas tout à fait utile de faire quelques petits mots de présentation que je laisse Milena faire. Je vais faire une petite bio express, même si c'est pas forcément utile. Vous êtes entré au Quai d'Orsay en 1982, donc vous avez un profil de parfait diplomate. Vous avez été en poste aux Nations Unies avec la délégation française. Vous avez été conseiller diplomatique de Bernard Kouchner à l'époque où il avait été ministre de l'Action humanitaire et de la Santé. À ce titre, vous avez promu aussi le droit d'ingérence humanitaire. Vous connaissez parfaitement les cabinets Misail, puisque vous avez été conseiller technique de Lionel Jospin de 1997 à 2002. Il y a eu un fameux 21 avril 2002. Jacques Chirac a été par la suite réélu. Vous avez réajusté votre casquette de diplomate puisque vous avez pris la direction de Monaco. C'est à ce moment-là que vous êtes devenu consul de France à Monaco avant de devenir le premier ambassadeur de France à Monaco. À ce titre aussi, vous avez participé à la renégociation des accords franco-monégasques qui ont abouti aux accords de 2005 et à une émancipation de Monaco vis-à-vis de la France. Après, ça a été direction Bruxelles. Donc vous connaissez parfaitement les rouages européens, puisque vous avez été délégué interministériel pour la Méditerranée. Février 2016, retour à Monaco en tant que ministre d'État monégasque. Ça fait à peu près 10 mois que vous êtes en poste en tant que ministre d'État. Comment change-t-on cette coiffe de diplomate à celui de chef de gouvernement? Vous avez un petit peu de recul maintenant. Comment ça se passe? Non, mais le recul commence parce que vous venez de faire une vie, 30 ans de carrière diplomatique en 2030. Ça donne du recul et de la distance. Non, le retour à Monaco, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais quelque chose de particulièrement heureux. C'est surtout un changement de regard, en réalité. Je vois un autre Monaco, un Monaco plus intime, un Monaco que je connaissais mal en tant qu'ambassadeur. Je représente maintenant et je défends maintenant les intérêts de Monaco. Et je ne voyais pas Monaco quand j'étais ambassadeur de France ici, même dans la négociation des accords, comme je le vois aujourd'hui dans mes rapports institutionnels avec le tribunal suprême, le Conseil national. Les ambassadeurs n'ont pas connaissance de ce Monaco intime qui est aujourd'hui mon travail quotidien. Voilà, c'est donc un changement de regard, c'est la connaissance, la prise en compte d'intérêts différents, d'une population que je ne voyais pas vraiment, les fédérations patronales, les parents d'élèves, les monégasques, les conseillers nationaux, tout un tas de gens que je vois mieux et plus aujourd'hui que ce que je faisais quand j'étais ambassadeur. Donc voilà, c'est la réponse simple, si vous m'avez demandé d'être court à votre question, c'est un changement de regard. Précisément, vous êtes au cœur des relations entre vous êtes le chef du gouvernement, au cœur des relations avec le Conseil national. Vous êtes l'interlocuteur direct du prince. Comment se passent ces rapports, notamment avec le souverain? Avec le souverain, ce sont des rapports que je trouve extraordinairement cordiaux. Il m'a accordé sa confiance m'honore, il m'a nommé, mais c'est le chef de l'État, c'est lui qui conduit la politique de Monaco. Je suis le chef du gouvernement qui met en œuvre cette politique. Donc avec le souverain, c'est une relation d'admiration. C'est une personne que je connais depuis longtemps, que je vois travailler depuis
longtemps aussi, que je vois travailler de très près depuis que je suis arrivé ici. Et c'est une des grandes consciences morales de notre époque. Et on ne le sait pas toujours assez, sur des sujets qui sont absolument essentiels pour nous. La préservation des océans. Nous étions ce matin à la signature de l'accord à Cobham. La biodiversité, le changement climatique. Il y a peu de souverains, il y a peu de chefs d'État aussi engagés que lui depuis aussi longtemps sur ces sujets-là. Et cette conscience morale qu'il incarne rejaillit évidemment sur la principauté et sur l'action du gouvernement, mais aussi du Conseil national, bien évidemment. C'est quoi la journée type d'un ministre d'État? C'est plein de petits problèmes à gérer tout le temps, des arbitrages utiles à tous, un quotidien fait de la vie des gens. Le quotidien des gens et le quotidien du ministre d'État sont absolument collés. Je m'occupe de ce dialogue exigeant avec le Conseil national, mais aussi des difficultés de circulation ou de la négociation européenne ou de l'aéroport de Nice. Donc le quotidien est très, très lourd, très intense. Et les relations avec le prince sont constantes. On se voit très régulièrement pour des réunions de travail. Et la technologie aidant, on s'envoie des SMS. Je suis désolé, c'est pas un grand secret d'État, mais c'est aussi, voilà, le souverain envoie des SMS, en tous les cas. Et même des mails. Même s'il n'aime pas Internet. Peut-être même des mails, mais en tous les cas, nous, on communique surtout par SMS. Je ne sais pas si c'est un grand scoop. Mais voilà, c'est un chef d'État moderne, donc il utilise son téléphone et on se parle des grands dossiers à travers son moyen de communication. Et oui. Une affaire de corruption de la part de fonctionnaires de la sûreté publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Non, le procureur s'est expliqué. Le procureur belge en charge de l'affaire s'est expliqué. Moi, je suis assez détendu et heureux de cette affaire. C'est jamais agréable d'avoir une affaire de corruption, mais il y a un corrupteur belge et un corrompu monégasque. Le corrupteur aurait pu être américain ou togolais, le corrompu français ou belge. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans toutes les sociétés ouvertes. C'est un fait divers. Ce qui est tout à fait satisfaisant pour le chef du gouvernement, c'est de voir que les mécanismes de cet état de droit fonctionnent. C'est-à-dire que quand on a connaissance de ce type d'affaires, d'abord on les identifie, et ensuite on va voir comment l'affaire évolue, mais on les sanctionnera. Je veux dire, si les faits sont établis, ce que le procureur semblait dire, puisque les gens sont mis en examen, mais après on verra ce qui se passe dans l'affaire. Moi, je n'ai pas un accès particulier à ce dossier. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a manquement aux règles, à la déontologie, à la morale, au droit ou à la loi, il y a sanction, quel que soit le statut des personnes concernées. C'est un commissaire de police, on le regrette évidemment, mais ça ne porte en rien un préjudice quelconque à l'institution policière, vous voyez. Ce qui a bien fonctionné, c'est justement la police et la justice dans cette affaire. Donc on ne peut qu'en être satisfait. La commissaire de police à la retraite. Oui, c'est ce que disait le procureur. Ce qui est sûr, c'est que les accords franco-monégasques permettent toutes les possibilités. Et donc le choix du souverain est totalement ouvert. En tout cas, c'est une mécanique particulière qui existe à Monaco, permettant justement qu'il y ait un ministre d'État étranger à Monaco. Est-ce que vous y voyez des avantages, des inconvénients? C'est sans précédent. Je crois qu'il n'y a pas d'autre pays au monde où le chef du gouvernement est d'une nationalité différente de celle du pays dans lequel il exerce. C'était vrai du temps des rois de France. Mazarin était italien, il était chef du gouvernement de Louis XV. C'est bien. Je trouve que c'est bien. Je pense que
que si on pouvait en Europe choisir des hommes politiques différents des nationalités dans lesquelles ils exercent, des pays dans lesquels ils exercent, imaginez un gouvernement dans lequel il y aurait Tony Blair, Obama, un gouvernement français, je veux dire, hein, où il y aurait d'autres nationalités que des gens strictement français. Ce serait une façon extraordinaire et peut-être même plus sûre de construire l'Europe. Regardez ce que pourrait apporter, je ne sais pas moi, Renzi quand il sera à la retraite, à la gestion des affaires publiques françaises, ou je sais pas, des grands ministres espagnols. Non, je trouve que c'est une bonne chose et je trouve que Monaco est un exemple. Et peut-être qu'un jour, si la construction européenne se poursuit, je regarde Isabelle Costa parce qu'elle me surveille sur les questions européennes et sur ce que je dis, mais si la construction européenne se poursuit, peut-être qu'un jour, nous pourrions avoir des gouvernements multinationaux avec des... Regardez, l'Europe efface les frontières et efface aussi un peu les nationalités. Donc des gouvernements européens à la tête des grands pays européens, pourquoi pas. Quand vous êtes arrivé en fonction, le prince vous a donné une feuille de route. Aujourd'hui, vous êtes en préparation du débat budgétaire, puisqu'il y a la préparation du budget cognitif 2017. Si vous deviez vous limiter à 3 dossiers prioritaires, quels seraient-ils? 3 dossiers prioritaires. Évidemment, le logement des Monégasques. On a la chance énorme d'avoir des excédents budgétaires et donc de préserver ce modèle qui permet aux Monégasques de vivre tranquillement, sereinement dans leur pays. C'est un souhait absolument prioritaire du prince. Les questions de sécurité, mais ça participe aussi au modèle monégasque. Très grande priorité de l'action gouvernementale, très grande priorité du prince et du Conseil national. Et puis le développement économique, avec à l'intérieur et au cœur de ce développement économique, la transition énergétique. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais si je synthétise les grands thèmes de notre action politique, en tous les cas, je pense que ça tourne autour de ces 3 grands sujets. À votre avis, quel est l'enjeu principal de ce dossier? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a un enjeu de souveraineté pour Monaco, un enjeu historique. La possibilité pour Monaco de continuer à être ce que ce pays est passe, je pense, par un accord avec l'Union européenne. Mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Donc les enjeux sont être dans l'histoire, avoir cet horizon européen qui, par chance, s'est ouvert pour Monaco. Nous sommes fondamentalement un pays européen. Nous sommes fondamentalement, par notre histoire et par notre géographie, dans l'Europe. Il faut en même temps que ce que nous sommes perdure. Donc il faut que cet accord avec l'Europe nous permette d'être toujours ce que nous serons dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les pommeaux de douche de votre douche sont réglementés à Bruxelles, le double vitrage du yacht club est réglementé à Bruxelles, le carrelage, les mesures de sécurité, les mesures incendie, tout ça, ce sont des réglementations européennes. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que nos entreprises ont du mal à exporter leurs produits, elles doivent trouver des moyens de s'installer en Europe. ACEPTA, qui est une des grandes réussites industrielles en principauté, doit avoir une SARL à beau soleil pour pouvoir exporter ses produits sur le marché intérieur. Il faut que demain, grâce à cet accord, les produits fabriqués à Monaco, ou les gens qui travaillent à Monaco, dans la banque, dans les assurances, etc., puissent le faire à partir de Monaco. Même chose pour les gens qui veulent circuler en Europe. Si vous êtes monégasque aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à Erasmus, c'est-à-dire vos enfants ne vont pas pouvoir
aller faire leurs études, je ne sais pas, en Espagne, en Finlande, au Danemark, en France. De même, si vous voulez vous installer pour travailler dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas le faire. Et donc c'est tout ça qui va changer, c'est tout ça qui nous permettra de récupérer de la souveraineté, parce que en étant intégrés, très curieusement, on sera davantage protégé sur le plan juridique, à la fois dans notre production, dans notre circulation. Et ce qui était vrai, on a 130 accords avec l'Europe, avec la France, qui protégeaient Monaco. La France a, à juste titre, en tous les cas pour moi, ancien diplomate français, choisi l'intégration européenne et à ce titre a vu sa souveraineté diminuer. Elle ne négocie plus dans un certain nombre de secteurs très importants comme le commerce. Elle ne négocie plus. La France n'a plus aucun pouvoir de négociation en matière de politique commerciale. Donc nous ne pouvons plus négocier avec la France dans un certain nombre de secteurs. Nous avons besoin de négocier avec l'Europe pour ces secteurs-là. Et si on veut se faire entendre, se faire reconnaître, se faire écouter, il faut avoir cette possibilité de s'adresser directement avec cette immense entité, 500 millions de personnes, 5 millions de kilomètres carrés, c'est considérable l'Europe. Nous sommes tout petits. Mais le droit international et les bases de ce droit international, c'est-à-dire cette notion d'identité, d'égalité souveraine des États, nous permet de le faire. Et nous allons le faire jusqu'à ce qu'on finisse par trouver un désaccord. Mais je ne suis pas sûr. La négociation se poursuit. Nous avons fait connaître nos lignes rouges, vous les connaissez, j'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. La priorité nationale sera respectée. Comment voulez-vous que dans un pays de 9102 ou 3 personnes, on attend les derniers chiffres de l'INSEE, on ne puisse pas avoir un mécanisme de priorité nationale? Donc non, ça se passe par une équipe. On a une méthode de travail qui est extraordinairement bien rodée. On a une équipe autour de Gilles Tonelli, qui est le négociateur en chef pour la principauté, avec Isabelle Costa, que vous connaissez comme secrétaire générale adjointe chargée de la coordination de l'ensemble des dossiers administratifs préparés toutes les 7 semaines, les positions de Monaco dans les négociations. Donc toutes les 7 semaines, on prépare, on absorbe du texte et on prépare des contre-propositions. Et après, c'est une négociation, c'est que ça avance. On sait exactement ce qu'on veut. L'avantage énorme de la principauté dans cette négociation, c'est que nous savons exactement où nous voulons aller. Et une fois que votre objectif est clair, c'est comme un bateau à voile, peu importe les courants ou le vent, vous savez où est le port. Nous, on sait exactement où est le port. Et on y va, tranquillement, à notre rythme, au rythme de l'Union européenne. Et il y a du côté européen une véritable volonté politique de voir cet espace géographique européen rassemblé. C'est une décision du Conseil européen de Lisbonne. On veut voir tous les petits États européens à l'intérieur, par des accords d'association, de l'espace européen. Ils le souhaitent, on le veut aussi. Après, on va négocier nos fameuses lignes rouges. Alors, pour que les choses soient bien claires, il ressemble à quoi le port? Le port. C'est-à-dire, c'est quoi l'accord idéal, en fait, pour vous? Non, l'accord idéal, c'est permettre aux monégasques de s'installer où ils souhaitent dans l'espace européen, permettre aux produits monégasques d'être produits en principauté, et d'être exportés aussi ailleurs que dans l'espace, dans le marché intérieur, parce que les accords d'association de l'Europe avec tous les autres pays du monde, l'Europe vient d'en signer un avec la Corée, et à travers l'union douanière, l'Europe accepte maintenant que les accords d'association, les accords commerciaux avec les États tiers puissent s'appliquer à Monaco, puisque le territoire de référence n'est plus le territoire géographique, mais le territoire douanier de l'Union européenne. Et nous sommes dans ce territoire douanier à travers l'accord avec la France.
Donc il y a un certain nombre de choses que je pourrais décliner. Alors vous parliez de la liberté d'établissement. Comment peut-on obtenir que les monégasques s'installent quasiment partout et qu'il n'y ait pas une contrepartie sur le territoire monégasque? On dit que la priorité nationale reste... Oui, alors, on ne va pas avoir des hordes de monégasques qui vont s'installer dans l'Union européenne. Hein. La base démographique est quand même assez petite. On n'a pas, dans l'histoire, connu des invasions monégasques. Pas les Huns. On n'a pas... Non, je sais, bon, c'est peut-être pas une bonne image, mais il ne faut pas s'attendre à ce que voilà, les monégasco-mongols envahissent l'Europe. Hein. Je pense qu'on n'en est pas là. Donc, cette liberté d'établissement, ça concernera quelques dizaines de personnes au grand maximum, mais ce sera un droit, ce ne sera pas quelque chose de compliqué. Et à l'inverse, évidemment, nous, pour le coup, on ne peut pas avoir 700 médecins espagnols qui s'installent, 300 avocats danois, ça, c'est pas possible. 2 km². Alors, un petit peu plus avec l'extension en mer, mais enfin, ça ne va pas faire beaucoup plus. Donc, 2 km², on ne peut pas avoir, là, pour le coup, des hordes d'Européens. Donc, le problème est soluble. Le problème est soluble par le déséquilibre. C'est-à-dire que la marche, c'est une forme de déséquilibre. Eh bien, nous sommes dans ce déséquilibre. On va marcher avec l'Europe, voilà, sur 2 pieds, mais de façon déséquilibrée. L'accord sera évidemment déséquilibré. Et juridiquement, ça passe par quoi, en fait? Par des ratios, par des quotas, par un critère de nationalité? Oui, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir garder ce qu'est la préférence nationale dans ce pays. On doit pouvoir garder l'autorisation préalable avant d'installer des gens. La façon dont ça fonctionne tous les mercredis, on regarde quelles sont les professions qui sont en manque et s'il y a des candidats pour exercer la profession de kinésithérapeute, médecin, dentiste, avocat, architecte, etc. Et en fonction de nos propres capacités d'absorption, le gouvernement autorise ou pas l'installation de nationalités étrangères en principauté. Parce que les monégasques, encore une fois, 9100 monégasques, vous n'avez pas toutes les spécialités médicales à travers les monégasques, vous n'avez pas toutes les spécialités d'architecture, etc., etc. Donc nous avons de toute façon besoin du monde extérieur. C'est pour ça que Monaco a toujours été un pays ouvert sur le monde. Et cette ouverture doit se poursuivre. Mais elle doit continuer à être contrôlée en fonction de nos capacités d'absorption et en fonction de nos besoins. Donc on aura toujours ce mécanisme d'autorisation préalable à l'installation. Même chose pour la préférence nationale. Le texte qu'on a adopté sur les dentistes font que, voilà, les dentistes sont monégasques. Et le texte dit que quand il n'y aura plus assez de monégasques pour être dentiste en principauté, eh bien on s'ouvrira à d'autres nationalités. Et s'il y a un dentiste belge qui veut exercer en principauté, et si nous en avons besoin, évidemment, nous autorisons des Belges, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Grecs, des Lituaniens à s'installer en principauté. Mais c'est en fonction de nos besoins, et ça ne peut pas être une règle sans contrôle. C'est une règle qui fonctionnera sur les exceptions. Nous serons absolument dans un régime dérogatoire. L'Europe doit nous permettre de continuer à être dérogatoire. Mais on est déjà très avancé hein, dans un certain nombre. Quand je vous disais que l'Europe entre en principauté, il est déjà largement entré, donc on n'aura pas besoin de transcrire tout un tas de directives sur, je sais pas moi, les feux rouges, les pommeaux de douche, les volumes des cuvettes de toilette, enfin tout ça c'est déjà fait. La taille des pommes, il n'est pas concerné, donc vous voyez, enfin, je ne crois pas qu'on produise le jardin exotique des pommes. Donc fruits et légumes, on n'est pas concerné, politique agricole commune, on n'est pas concerné, les quotas de blé, on fera le tri. Et la grande difficulté, ce sur quoi on réfléchit, c'est les besoins en personnel
pour transcrire, pour trier d'abord le document sur les réglementations en matière de circulation des marchandises fait 500 pages, et ce n'est pas 500 pages de texte, c'est 500 pages de références de texte. Et donc vous avez, Isabelle, on a quoi, une cinquantaine de références de texte par page. Plus que ça, donc vous voyez 2500 textes à retranscrire, c'est énorme. Chaque texte faisant, parce que, comme vous savez, les Européens ne sont pas des synthétiques. Chaque texte faisant entre 10 et 50 pages, vous voyez, c'est des dizaines de milliers de pages. Donc on travaille là-dessus. On travaille aussi sur un mécanisme qui pourrait être intégré à l'accord, qui permettrait, à travers les accords avec la France, de reprendre l'acquis communautaire. En fait, vous avez deux problèmes dans cette question. Si je rentre un peu dans le détail, mais peut-être que ça n'intéresse personne. J'essaie quand même. Vous avez tout ce qui est l'acquis, qu'on doit reprendre. Et puis tout ce qui va être dynamique, tout ce qui va revenir. Ce qu'on appelle l'acquis dynamique. C'est-à-dire que Bruxelles, quels que soient les commissaires en place, même s'ils ont pour instruction de limiter leurs talents et leurs ardeurs, Bruxelles, aujourd'hui encore, là, ce matin, demain, après-demain, continue à produire du texte. Parce que c'est une immense machine textuelle. C'est une immense machine à produire du règlement, des directives. Et donc, il faut à la fois reprendre le passé et s'équiper pour absorber ce qu'on appelle l'acquis dynamique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera dedans, si un jour on est dedans, comment on fait pour absorber tout ce qui arrivera. Donc on est en train de réfléchir aux mécanismes qui nous permettront à la fois de reprendre l'acquis par grosse masse à travers nos accords avec la France, parce que grâce à ces accords depuis maintenant 50 ans, on a largement intégré l'Europe, et puis regardez comment on fera pour ce qu'on appelle l'acquis dynamique. La très très grande majorité de tout ça existe déjà, donc c'est pas vraiment un problème. Et puis on va regarder avec le Conseil national comment faire au mieux. De toute façon, ça se fera en concertation avec le Conseil national. Cet accord, c'est pas un accord surprise, c'est quelque chose qu'on négocie. Le Conseil national sait exactement où nous en sommes à chaque fois. Quand Gilles Tonelli et son équipe revient de Bruxelles, il fait un débriefing du Conseil national sur les avancées, les reculs, les difficultés. Donc le Conseil national est associé à cette négociation. Et si nous devions un jour arriver à un accord, c'est un accord qui sera évidemment présenté bien avant, en tous les cas les conditions de l'accord, bien avant au Conseil national, parce qu'il entraînera un certain nombre de conséquences sur le fonctionnement de nos institutions et précisément sur le travail législatif. Donc c'est des choses qu'on fera bien avant, mais on a quelques années devant nous quand même. Il faut en permanence dans une négociation se laisser des marges de manœuvre. Il faut en permanence avoir la possibilité de changer d'avis ou de recommencer. Et donc tant qu'on n'est pas d'accord sur tout, on sera d'accord sur rien. Donc sur l'institutionnel, nous avons des crochets. Le cadre institutionnel définit l'accord d'association. C'est les relations entre l'Union européenne, Monaco, Andorre et Saint-Marin d'ailleurs, puisqu'il y a 3 parties. Alors, pour l'instant, il concerne les 3 petits pays que sont Saint-Marin, Andorre et Monaco. Donc, voilà, on définit dans cette partie institutionnelle le fonctionnement de l'accord, l'application de l'accord, la reprise de l'acquis. Tout dépendra aussi de la volonté européenne. Nous, on peut ajuster notre marche. Là, pour le coup, c'est comme des marches militaires. On peut ajuster la longueur du pas en fonction de nos propres intérêts politiques. L'Europe est dans la même situation et l'Europe est rentrée dans une grande période d'incertitude avec le Brexit et probablement aussi l'élection de Trump. Voilà, ils vont regarder ça en fonction de ce qui se passe sur d'autres fronts. Et nous, on s'ajuste à ça. On n'est pas dans une situation où on est pressé. Contrairement à Saint-Marin, qui a besoin des fonds structurels pour équilibrer son budget,
nous sommes dans une situation assez sereine en termes de finances publiques. Nous n'avons pas besoin de l'argent communautaire pour équilibrer notre budget. Nous avons des excédents budgétaires. Touchwood, j'espère que ça durera, mais... Alors, soyons clairs, on ne dira pas non. On ne va pas dire... on ne va pas prendre le risque d'avoir des mesures de rétorsion contre Monaco. Si on ne se met pas d'accord, on ne dira pas non. On fera de la procédure, comme on dit chez les diplomates. Par exemple, on corrigera. Oui, on peut tout à fait imaginer de faire comme le Maroc ou la Turquie, on demandera l'adhésion à l'Union européenne, par exemple. C'est juste une idée. Et là, on sera parti pour 50 ans de négociations. Donc voilà, on ne peut pas prendre le risque de s'opposer à l'Union européenne. Ça n'aurait politiquement aucun sens. On va aller très très loin dans la négociation, et si ça ne nous convient pas, ça ne nous conviendra pas, on n'adhérera pas. Il n'y aura pas d'accord d'association. Mais on ne fermera pas la porte à l'Europe de la même façon que l'Europe ne fermera pas la porte. Parce qu'un jour, il y aura peut-être la possibilité d'un accord. Donc on ne va pas s'empêcher la possibilité d'un accord. Donc on dira, vous savez, les diplomates, ils disent jamais non. Ils disent non peut-être, oui mais, bien sûr. Voilà. Et donc on dira certainement, clairement qu'on ne peut pas, et on trouvera la façon de rétablir les conditions qui nous permettront un jour de pouvoir. Mais ça peut être dans 20 ans, 30 ans. Mais là, il y a une petite fenêtre d'opportunité. Il est de notre devoir de l'ouvrir et de la prendre, d'y entrer. Là aussi, on a eu des grands anciens qui ont été visionnaires, même si je n'ignore pas les conditions historiques de la création de TMC et de la Sophia. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ces outils et il faut donc les réinventer pour permettre que Monaco parle de Monaco. Enfin, c'est une évidence, ou s'associe à la production de sujets qui intéressent Monaco. On aura les deux options possibles. Donc, ma réflexion, mais c'est une réflexion qui s'est faite dans tout un tas de pays européens qui avaient des services de communication. L'ORTF était un service de communication du gouvernement français, pour prendre un exemple proche de nous, mais c'était la même chose en Belgique ou en Italie avec la RAI ou au Canada. L'ORTF dépendait du ministre de la Communication. Et puis on s'est aperçu du besoin de faire évoluer cette communication pour vous permettre à vous, journalistes, d'être indépendants. Parce que c'est beaucoup plus sûr quand même une presse indépendante qu'une presse gouvernementale pour rendre compte de l'action du gouvernement. En tout cas, je le pense. Je suis peut-être le seul, vous n'avez pas l'air d'accord avec moi, mais en tout cas, je pense que c'est mieux que vous soyez indépendant. Et il faut donner à la communication, à l'information, cette indépendance. D'où le besoin de séparer communication de l'information. Avant, il y avait un centre de presse qui faisait communication et information. Et on s'avance doucement vers la production de contenu d'un côté, donc de l'information, et de la communication. La communication du gouvernement, ce n'est pas la même chose que l'information. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Ici, à l'image de la principauté en tant qu'outil de communication, mais Radio Monaco avait son public. Elle est en train de se transformer par la volonté de son propriétaire, très bien. Il n'est pas sûr que le Conseil national et le gouvernement n'aient pas un intérêt à faire quelque chose avec cette radio. Donc nous aurons besoin d'être sur la radio, nous aurons besoin d'être sur le web. Les 6 minutes de résumé de la fête nationale faite par la direction de la communication et mise sur le web, 320 000 vues. 320 000 vues, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer pour un événement qui est quand même d'abord et profondément monégasque. 320 000 vues parce que Monaco intéresse.
Donc on a besoin d'une structure web, on a besoin d'une radio, on aura besoin d'une télévision, mais on a déjà Monaco Info, donc on va regarder comment tout ça peut être rassemblé, mais ça ne touchera pas, enfin ça se fera dans la concertation. À Monaco, on fait toujours du sur-mesure et on fait évidemment attention au personnel, on ne va pas prendre les gens, on ne va pas les déplacer d'un coup, les statuts ne vont pas être modifiés comme ça. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là, vous le savez, et on fera ça avec l'accord du Conseil national, et je peux vous assurer qu'ils sont vigilants sur ces questions-là et exigeants quant à leurs demandes. Donc, en tous les cas, on réfléchit à cette possibilité-là. Monsieur le ministre, vous présidez le Conseil pour l'attractivité de Monaco, structure mise en place il y a 4 ou 5 ans, je crois, par la volonté du prince. Un gros travail a été fait d'analyse, de propositions. Un certain nombre d'évolutions sont en cours ou ont déjà été enregistrées. Ça fait 5 ans. Le risque, c'est qu'il puisse y avoir un peu d'essoufflement de l'exercice, même s'il a eu une grande emprise. Alors ça peut rester une structure un peu de veille, justement pour voir si l'application de tout ce qui a été lancé et proposé est exécutée. Mais on peut peut-être aussi imaginer de regarder un peu plus loin, ce qui je crois n'a pas été encore la mission à 5 ans, de voir un petit peu dans les différents domaines les scénarios possibles, pour la principauté sur les grands sujets qui sont traités au sein de ce Conseil. Quel est votre sentiment à cet égard, s'il vous plaît? Non, tout à fait. Moi, je trouve la mise en place de ce Conseil pour l'attractivité très bien. C'était une très bonne initiative de mon prédécesseur, que je salue, auquel j'ai pensé, puisque, comme vous savez, il est parti dans des conditions de santé difficiles. Mais c'était une très bonne initiative et je crois que nous avons besoin de garder cette espèce de vase d'expansion de la pensée sur ce que sera Monaco dans les années à venir. Et le concept d'attractivité est au cœur de ce raisonnement. Alors, oui, commencer à s'engager à 5 ans, moi je veux bien, de toute façon, je suis ouvert à tout ce qui permet de réfléchir le monde. On est dans ce besoin permanent d'anticiper, en sachant aussi que ce qu'on va anticiper peut être remis en cause par l'histoire, par les faits, par les événements. Mais on a besoin de se projeter dans l'avenir, et le Conseil pour l'attractivité est un bon organe pour se réfléchir collectivement à 5 ans, 10 ans, effectivement.